L'audition est le sens le plus touché à la naissance, parce que chaque son a de la valeur et que chaque enfant mérite d'entendre et de parler. Seul le dépistage précoce permet de déceler un problème de surdité ou de déficience auditive. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre magazine de santé Check-up. Le thème cette semaine est la déficience auditive. Et avec un autre spécialiste, nous allons parler des causes, des traitements qui se font déjà au Cameroun, plus besoin de se rendre à l'étranger, notamment avec les prothèses auditives et les implants cochléaires qui se font sur place. On verra également avec notre spécialiste comment se prémunir. Installez-vous confortablement, je vous retrouve tout juste après cette transition, le temps d'aller retrouver notre invité. A tout de suite pour la suite. Vous nous rejoignez à l'instant, nous sommes à présent avec notre spécialiste du jour, le docteur Yves Christian Andjokwo. Il est médecin ORL et par ailleurs chef de service ORL de l'hôpital général de Yaoundé. Et nous l'avons retrouvé ici à Douala, à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yassa, au cours d'un symposium organisé sur la surdité chez l'enfant. Et c'est avec lui que nous allons faire cette émission de Check-up. Bonjour docteur Andjok. Bonjour. Alors pour commencer, docteur, dites-nous, quelle est la différence entre surdité, déficience auditive et trouble de l'audition? Parce que ce sont les expressions que les gens ont tendance à confondre. Ils renvoient tous à la même chose, c'est-à-dire la perte de l'audition sur un sujet. Ce sont des thèmes qui sont synonymes, qui veulent tous dire la même chose. Alors, quels sont les chiffres aujourd'hui au Cameroun? Est-ce que c'est un problème de santé publique aujourd'hui? Est-ce qu'on devrait s'en inquiéter? Déjà, merci pour l'opportunité que vous m'offrez de parler de la surdité de l'enfant, qui reste un tout petit peu le parent pauvre de l'handicap au Cameroun. La surdité de l'enfant est pour nous, ORL, et pour beaucoup de parents, un problème de santé publique. Car en effet, les derniers chiffres des études menées au Cameroun en 2004 ont révélé que 15% de la population camerounaise souffrait de surdité et à peu près une proportion de 10% chez les enfants de 0 à 15 ans. Donc, au vu des conséquences pouvant être induites par la perte d'audition, moi je suis en même de dire que la surdité constitue un problème de par ces chiffres qui ne sont pas négligeables. D'accord. Alors, docteur, dites-nous, pourquoi la surdité chez l'enfant est plus problématique aujourd'hui? Il faut dire que déjà les enfants constituent une couche de population à part, car constituant pour nous l'avenir. Un enfant chez qui on détecte une surdité est un cas préoccupant, surtout si cette surdité est détectée avant l'acquisition du langage. Il faut dire que pour pouvoir parler, il faut entendre. C'est ça qui fait toute la tragédie de cette affection chez l'enfant. Comparativement à un adulte qui a déjà su parler, qui est intégré socialement à un travail, et il peut bien mieux vivre cette perte de l'audition que chez un enfant qui n'a jamais parlé. Car s'il n'entend pas, il ne parle pas. C'est pour ça que pour nous, otorhinolaryngologistes, la surdité chez l'enfant constitue un problème majeur car il conditionne l'acquisition de la parole, il conditionne l'apprentissage, il conditionne l'apprentissage d'un métier et bien sûr l'intégration sociale de l'individu. Donc on peut dire de par ces différents aspects que la surdité est un problème grave chez l'enfant. Quels sont les traitements proposés aujourd'hui, docteur? À quel moment intervient la pose de la prothèse auditive et de l'implant cochléaire? Oui, c'est-à-dire que lorsqu'on parle de traitement de la surdité, il faut quand même rappeler qu'il y avait des choses qui étaient faites chez nous concernant certaines formes de surdité de transmission. Je pense qu'on y reviendra. Mais pour les surdités de l'oreille interne, qui sont très souvent retrouvées chez l'enfant, on n'avait pas grand-chose.
parce que chez ces enfants-là, on a besoin très souvent au minimum d'une prothèse auditive et chez certains d'un implant, qu'on doit insérer dans l'oreille interne qu'on appelle un implant cochléaire. Donc cette technologie de l'implant cochléaire qui a révolutionné la prise en charge des surdité chez les enfants, surtout chez ceux qui n'ont pas encore pu acquérir le langage, n'était pas accessible chez nous. Mais désormais, avec les efforts réalisés par nos partenaires, nous arrivons depuis un an bientôt à implanter des enfants et à leur restituer leur audition. À quel moment on met un implant, à quel moment on met une prothèse? Ça dépend de quoi? En fait, c'est une question qui est du domaine de la spécialité. C'est le médecin ORL qui évalue l'enfant et en fonction de la sévérité surtout, mais aussi de la forme de la surdité. J'ai dit que dans les surdités de perception de l'oreille interne, très souvent on a besoin d'un appareillage et le type d'appareillage, prothèse ou implant, va dépendre de la sévérité de l'affection. Chez les enfants qui présentent des surdités modérées et sévères légers, ils peuvent bénéficier de la prothèse. Mais quand la surdité devient profonde, on ne peut pas le réhabiliter avec une prothèse. Il faut à ce moment-là aller stimuler directement le nerf de l'audition dans le cerveau pour pouvoir le restituer l'audition. Donc on va dire que clairement pour le choix, ça dépend principalement de la sévérité. Pour la prothèse, pour les surdités légères, modérées et sévères légères, et quand c'est une surdité profonde, quasiment une surdité cophotique, il faut privilégier l'implant. Ce qui m'amène à vous poser la question de savoir combien de types de surdité, de nombreux temps. Nous distinguons principalement 3 types de surdité. Nous avons des surdités de transmission qui sont dues à un problème de l'oreille externe, le pavillon et le conduit auditif externe, à un problème de l'oreille moyenne au niveau du tympan et de la caisse du tympan. Et à côté de ce groupe de surdités à transmission, nous avons le deuxième type de surdité qui sont les surdités de perception. Ce sont des surdités neurosensorielles qui vont concerner l'oreille interne et le nerf auditif, voire les centres nerveux. Et parfois, ça arrive qu'on ait une association des deux qui vont construire le troisième type qu'on appelle les surdités mixtes. On va interrompre notre entretien pour quelques minutes pour aller suivre ce reportage réalisé ici à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yassa. Je vous propose de regarder. Liberté Kamta est un papa désespéré. Il vit avec sa fille de 3 ans et demi depuis l'âge de 5 mois. Parti de son Banga natal, il est arrivé ce matin à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yassa dans l'espoir de trouver une solution au problème de son enfant. J'ai réussi à aller occuper cet enfant à 5 mois, on m'en a remis. Et puis c'est ma grande soeur qui a commencé à prendre soin. Après, bon, quand on a commencé à remonter l'enfant, au bout de 2 mois, l'enfant récupérait déjà. Elle a récupéré parce qu'elle commençait à marcher, mais c'est la parole qui ne sortait pas. Je suis allé voir le pédiatre au Mont-Coupé, à l'hôpital Saint-Jean-de-Marthe. Et le pédiatre m'a fait comprendre que comme ça, l'enfant n'a pas de problème de langue. Puisqu'il a consulté la langue, il a dit qu'elle n'a pas de problème de langue. Et que je devais aller voir un orthophoniste. Je suis allé voir l'orthophoniste, il a consulté, lui plutôt il s'occupe des problèmes de parole. Il m'a envoyé donc voir l'ORL. C'est donc là où, lorsque j'ai appris qu'il y a une campagne ici, à Douala, et puis j'ai décidé de monter ici pour pouvoir trouver une solution. Comme lui, de nombreux autres parents venus accompagner leurs enfants afin qu'ils bénéficient de ce dépistage gratuit. Je me suis rendu compte que l'enfant a des difficultés d'audition. Il fallait qu'on parle fort pour qu'elle comprenne. Et puis, bon, comme j'ai appris qu'il y a la campagne de dépistage, j'ai profité de l'occasion pour espérer une solution à la situation de mon enfant. Dans la salle d'attente, plusieurs mamans et papas qui attendent avec leurs enfants d'être reçus par le médecin. Aujourd'hui, nous sommes conscients que pour une meilleure qualité de vie, on doit pouvoir communiquer. Et la communication commence par le langage. Le langage est lié à l'audition. C'est pour cela que
nous exerçons aujourd'hui fondamentalement pour activer, pour réhabiliter la surdité des enfants, parce que si un enfant n'entend pas, il ne parlera pas. Donc voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes dans le domaine de l'ORL. L'association que nous avons créée avec des professionnels ORL s'appelle Association de lutte contre la déficience auditive au Cameroun. Cette association est chargée de sensibiliser les populations sur l'audition, de trouver des voies et moyens pour pouvoir réhabiliter, apporter des réponses aux enfants déficients auditifs. Nous sommes actuellement, depuis plus de 6 mois, l'association fonctionne et très récemment, nous avons eu la chance d'avoir en ligne notre site www.aldac.org. Sur ce site, vous pourriez soit faire un don pour aider les enfants, soit faire un parrainage pour pouvoir prendre en charge vous-même un enfant déficient auditif, et vous pourriez ou encore apporter de votre image pour accompagner ces enfants. L'ALDAC aujourd'hui est la plateforme idéale pour que ensemble nous puissions accompagner les enfants à avoir une meilleure qualité de vie. La campagne qui a débuté ce 2 juin ira jusqu'au 7, une initiative de l'ADAC en collaboration avec l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yassa. En réalité, l'hôpital gynéco-obstétrique, selon nos missions, c'est la prise en charge de la mère et de l'enfant. Et vous savez que l'enfant est le père de l'homme, entre parenthèses. Et les troubles de l'audition sont beaucoup minorés dans notre environnement. Et la campagne qui est en train qui va se dérouler pendant plusieurs jours à l'hôpital gynéco-obstétrique va nous permettre de détecter les troubles de l'audition chez beaucoup d'enfants qui sont aujourd'hui, les parents ne sont même pas au courant. Et nous savons aussi que l'audition est à la base du langage. Beaucoup de ces enfants qui ont donc des troubles de l'audition ont des troubles de langage et on ne sait pas pourquoi est-ce qu'on arrive à cela. Et au cours de cette campagne, on va donc faire gratuitement le diagnostic et la prise en charge. Et pour ceux qui ont des problèmes, il y aura des prothèses qui vont être mises en place au niveau de leurs oreilles. Et vous savez que c'est des appareils extrêmement coûteux. Et nous avons une expertise qui nous vient de la France, de l'étranger, et qui va permettre à ce que ces enfants soient pris en charge gratuitement et permettre à ce que leur épanouissement ne soit pas perturbé ultérieurement. Une fois le dépistage effectué, les enfants sont conduits dans un autre pavillon pour des examens approfondis. Le docteur Luluga est otorhinolaryngologiste et coordonne cette campagne. Il faut savoir que dans le monde, 5% de personnes naissent avec une incapacité, une baisse de l'audition qui est importante et qui a un impact sur leur vie. Et parmi ces 5% de la population mondiale, il faut savoir que 32 millions, ce sont des enfants. D'accord? Et ça, c'est les derniers chiffres de l'OMS en 2017. La campagne a été focalisée sur les enfants. Pourquoi? Parce que la prise en charge de la déficience auditive, ou bien ce qu'on appelle couramment la surdité, sa prise en charge doit être faite le plus tôt possible. Le diagnostic doit être fait tôt, la prise en charge doit être faite le plus tôt possible pour que cet enfant puisse s'insérer normalement dans la société et acquérir son langage le plus rapidement possible. Plus on prend en charge un enfant tardivement, moins il a de chances de pouvoir communiquer. Et il faut savoir qu'il y a même un âge, déjà une tranche d'âge limite pour les enfants qui naissent sourds. Passé l'âge de 7 à 8 ans, quel que soit ce que nous pourrons mettre en place comme traitement pour un enfant qui est né avec une baisse de l'audition conséquente, dans une surdité profonde, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire pour que cet enfant ait un langage normal et qu'il puisse communiquer en langue parlée. Il faut que le public sache qu'il y a, soit dans 60% des cas, les surdités sont évitables. Oui. Alors, il y a des causes, donc des facteurs de risque qui peuvent les entraîner. D'accord? On peut avoir des maladies comme la rubéole, la toxoplasmose, qui peuvent être évitées par la vaccination, les oreillons. On peut avoir des difficultés à la naissance. Par exemple, si l'enfant a manqué d'oxygène, une anoxie. On peut avoir les enfants qui naissent avec dans un état de grande prématurité, donc des petits poids de naissance, des poids inférieurs à 1500 grammes. Ce sont des enfants qui sont susceptibles plus tard de développer des troubles de l'audition, entre autres. Il y a maintenant aussi ce qu'on appelle des surdités dites génétiques.
qu'on rencontre beaucoup plus dans les cultures où il y a des mariages congénitaux, où il n'y a pas un grand mixage des gènes. Voilà. Ils auront plus tendance à développer ce genre de surdité, peut-être parce qu'ils sont porteurs d'un gène déficitaire qui n'a pas été mélangé avec quelqu'un qui vient d'une autre culture. Donc, dans la famille, on peut être porteur du même gène et puis le gène s'exprime parce qu'on a fait un mariage consanguin. D'accord? On peut aussi avoir des syndromes polymalformatifs, donc des enfants qui naissent avec des malformations cardiaques et tout, qui s'accompagnent aussi parfois des malformations de l'oreille. D'accord? Et maintenant, des maladies syndromiques. Ça veut dire quoi? Il y a des patients qui présentent des déficits au niveau de certains gènes et qui s'expriment par différentes pathologies qui peuvent être des atteintes rénales, des atteintes cardiaques, associées aussi à des atteintes au niveau de l'oreille. Quoi qu'il en soit, cela veut dire quoi? Cela veut dire que pour ces surdités qui sont évitables, il est question d'avoir un meilleur suivi des grossesses des mamans, d'accord? Il est question d'avoir un meilleur suivi des vaccins. Il est question d'accoucher dans des meilleures conditions possibles qui soient pour éviter qu'on ait des enfants qui naissent avec des difficultés, qui souffrent après peut-être du thème nucléaire. Toutes ces pathologies-là peuvent entraîner ce genre de soucis comme la surdité. Une campagne qui a connu son apothéose avec un symposium au cours duquel tous les spécialistes intervenant dans la chaîne de prise en charge ont partagé leurs expériences à travers des exposés et autres explications, ceci en présence des responsables de l'hôpital, quelques personnels de santé et des parents d'enfants malades. Voilà, docteur, vous avez suivi ce reportage dans lequel le docteur Luluga disait que 60% des surdités sont évitables et que 17% étaient liés aux grossesses et aux naissances. Je partage entièrement les paroles de ma consoeur parce que on ne le sait peut-être pas, mais très souvent l'histoire de la surdité commence pendant la grossesse ou même parfois avant. Parce qu'il y a des gènes, des familles de sourds. Il y a un certain nombre de pathologies qui peuvent entraver la grossesse de la femme, qui sont pourtant des pathologies évitables ou traitables, ou il y a un certain nombre d'affections qui peuvent également entraver la période périnatale, c'est-à-dire l'accouchement. Et il y a des problèmes qui peuvent entraver tout de suite le post-accouchement. Tout ça constitue des facteurs qui peuvent rendre un enfant sourd. Et donc, si on arrive à anticiper sur ces facteurs, à les traiter, on peut résoudre en amont le problème de la surdité pour pouvoir éviter de tomber dans le coup de la réhabilitation. Alors, que devraient faire les parents pour protéger leurs enfants de la surdité? Qu'est-ce qui devrait être fait concrètement? Ce que peuvent faire les parents, c'est prévenir toutes les affections. Donc, on pourrait commencer par un meilleur suivi des grossesses, par les familles et un bon suivi du déroulé de l'accouchement qui peut permettre d'éviter un certain nombre de surdités. Alors, docteur, on s'achemine déjà vers la fin de cet entretien, mais avant, je tiens à vous dire que Check-up, c'est aussi l'actualité en matière de santé. Et je vais vous inviter à aller suivre les actualités collectées cette semaine en ce qui concerne la santé. C'est dans la page Actu de Check-up. On regarde. Bon après-midi tout le monde et bienvenue dans la page actu de votre magazine de la santé, Check-up. Cette semaine a eu lieu la distribution des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. Pour le compte de la 3e campagne, c'est au total 14 867 748 moustiquaires à distribuer à travers le Cameroun. Et la région du littoral en a 1 320 349 pour les 13 districts qu'elle compte. Et ceci est valable pour la première phase. Le mode opératoire du moustiquaire imprégné, lorsque vous l'avez détaché de son emballage, vous devez l'exposer à l'air libre, non au soleil, pendant au moins 24 heures. Et après ces 24 heures, vous allez donc installer la moustiquaire, comme on l'a expliqué tout à l'heure,
vous la fixez avec les accroches sur les toitures, les plafonds ou alors sur des piquets autour du lit. Vous défaisez votre moustiquaire et lorsqu'on est couché, la moustiquaire doit être enfilée sous le lit, bien enfoncée sous le matelas pour que les moustiques n'y entrent pas. L'actualité cette semaine, c'était également la journée mondiale de don de sang, célébrée le 14 juin. Occasion pour de nombreux Camerounais de donner de leur sang à travers des campagnes organisées par diverses associations. Ils ont également été sensibilisés sur la nécessité du geste. D'accord, le problème du ravitaillement dans les banques de sang est inhérent à la qualité des donneurs que nous recevons. Nous avons essentiellement des donneurs de remplacement qui constituent l'essentiel de nos donneurs, mais nous n'avons pas assez de donneurs bénévoles. Toujours cette semaine, une autre journée qui a été célébrée, c'est celle consacrée à la drépanocytose. Drépanocytaire diagnostiquée à l'âge de 4 ans. Et je prends effectivement conscience de ma drépanocytose quand j'ai l'âge de 15 ans. Que je me rends compte vraiment de ce que c'est que la drépanocytose. C'est vrai que c'est à 9 ans que mes parents m'annoncent que je suis drépanocytaire. Mais là, je ne comprends pas encore ce que j'ai. Et donc, je comprends réellement ce que c'est que la drépanocytose quand j'ai l'âge de 15 ans. Je fais la classe de 3e où je passe toute une année à être malade. Je n'arrive pas à composer mon examen et tout ça. Du coup, à partir de ce temps-là, les choses ne sont plus les mêmes. Quand les camarades, c'est vrai que j'ai le soutien de certains camarades, mais j'ai également le rejet d'autres. Et aujourd'hui, au niveau universitaire, je dirais que je n'ai pas encore rencontré vraiment des difficultés parce que mon entourage, ils comprennent, ils savent ce que c'est. Ils savent ce que c'est et du coup, ils me soutiennent au quotidien. Ils sont vraiment là quand j'ai besoin. Quand j'ai l'impression de faiblir, de dire que je n'en peux plus de la drépano, non, ils sont là pour me ramener. Les drépano aiment beaucoup rester dans leur coin. Genre, comme on est malade, on est là écarté. Ils s'écartent eux-mêmes sans que la société ne les écarte. Moi, je dirais aux drépanocytaires de vraiment prendre leur vie en main, quelle qu'en soit la difficulté. C'est pas parce que j'ai pas l'air de drépano que je vis pas les difficultés des drépano. Je vis les difficultés des drépano, mais j'ai appris à les surmonter. Donc je veux vraiment construire au drépano d'arrêter cette histoire qu'on a eue avant de rester chacun dans son coin. Non, le drépanocytaire est d'ailleurs très intelligent. Donc du coup, je les invite vraiment à mettre leur intelligence en jeu. Cette semaine également s'est tenues les premières journées camerounaises de dermatologie, vénérologie au Palais des Congrès du Yaoundé, sous le thème « La dépigmentation volontaire de la peau et ses complications ». Pendant 2 jours, les dermatologues du Cameroun ont échangé sur d'autres sous-thèmes, notamment pathologie tumorale. La dépigmentation cutanée volontaire, c'est le fait d'utiliser des produits, différents types de produits, pour s'éclaircir volontairement la peau, dans un but esthétique d'après ce que les dames disent. Mais sauf que ces produits que les personnes utilisent pour s'éclaircir, ces produits sont forcément nocifs, okay? et provoquent des complications qui aujourd'hui font de ce phénomène un véritable problème de santé publique au vu des complications que nous recevons en dermatologie. Donc le but de ce congrès en fait, c'est de pouvoir sensibiliser déjà le personnel médical, scientifique, mais c'est aussi de sensibiliser le grand public en sachant que quand j'utilise tel produit, voilà ce que je peux avoir à long terme si je continue. Une autre actualité, pas des moindres, c'est ce communiqué de la présidente de la coalition camerounaise contre le tabac concernant le marquage graphique au Cameroun. Le docteur Flore Déby-Yéné qui a certifié que ce marquage est déjà effectif et il ne reste plus qu'aux industriels à se conformer à la réglementation en vigueur. On précise que le marquage graphique constitue une forme d'information sur la sensibilisation des différents dangers et des risques mortels que revêt la consommation du tabac. C'est tout pour la page actu de Check-up. À la semaine prochaine.
Alors, docteur, après avoir suivi toutes ces informations, on va poursuivre notre entretien avec cette question qui crée souvent les polémiques au sein de l'opinion, celle de savoir comment devraient se nettoyer les oreilles. Beaucoup utilisent souvent les cotons-tiges pour le faire. Est-ce que c'est indiqué? Je pense qu'on ne se lassera jamais assez de le redire. Nous le disons tous les jours à nos patients. L'oreille est un organe qui n'a pas besoin d'être nettoyé. Il y a beaucoup de publicité qui est faite pour les cotons-tiges, mais nous sommes un peu aux antipodes. Il faut éviter justement de triturer le conduit auditif avec des cotons-tiges, car en réalité, le but qui est de nettoyer l'oreille va plutôt créer d'autres problèmes. Des problèmes infectieux, va accumuler le cérumen au fond du conduit, qui va donc probablement entraîner une surdité. Donc nous n'acceptons pas beaucoup cette attitude, car l'oreille se nettoie très bien toute seule. C'est un organe qui, grâce à sa physiologie, peut se nettoyer toute seule. Et lorsqu'on est gêné dans l'oreille, nous recommandons à nos patients de venir rencontrer un expert qui peut, s'il faut, être habilité à lui faire un geste dans l'oreille. D'accord. Alors, docteur, nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux parents qui nous regardent en ce moment? Est-ce qu'il y a de l'espoir? Est-ce que l'espoir est permis pour leurs enfants aujourd'hui qui souffrent de surdité? Que l'espoir est permis. On ne peut pas en si peu de temps parler de la surdité chez l'enfant. On a dit l'essentiel, mais ça reste un challenge, ça reste un défi. Et les services ORL du Cameroun sont en train d'être capacités, sont en train d'être formés afin de faire face à cette affection. Donc j'encouragerais à ces parents de ne pas être désespérés et de se rapprocher en fonction des villes où les uns et les autres habitent, à se rapprocher des services ORL où ils pourront trouver le conseil, ils pourront trouver l'assistance nécessaire pour améliorer leur quotidien. Il est très important, surtout chez l'enfant avant 6 ans, car avant 6 ans, on peut rattraper le langage. Parce qu'après 6 ans, c'est compliqué parce que la surdité va créer au niveau du cerveau un déficit qui sera difficilement rattrapable. Donc le diagnostic précoce est vraiment de rigueur. Docteur, merci d'avoir répondu à toutes nos questions et de nous avoir accordé votre disponibilité pour éclairer nos téléspectateurs. En fait, Check-up, c'est une émission de sensibilisation, d'éducation de la masse pour qu'on n'ait plus des idées reçues sur des maladies quelconques, parce qu'il y a toujours des personnes qui pensent que telle maladie peut être de la sorcellerie. C'est moi qui vous remercie. Merci.